Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études. Et aujourd'hui, on va vous présenter, j'ai dit on parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné de Marie-Paul qui a rejoint le cercle de Parcours Études et précisément dans le concept 2 de Parcours Études qui a pour but de pouvoir informer les étudiants autrement par rapport à des petits tips ou étapes de comment savoir pour comment faire pour trouver un logement, comment faire pour se faire des amis, pourquoi pas. Donc c'est un peu c'est ce genre de choses, tous ces questionnements en fait qui va constituer le concept 2 de l'émission Parcours Études. Et aujourd'hui, on est sur une thématique particulière, donc qui est le logement et les étudiants étrangers. Et quand je parle de logement et les étudiants étrangers, j'inclus tous les étudiants étrangers, pas que ceux qui sont encore sur le sol euh, plutôt ceux qui ne sont pas encore sur le sol français, mais ça implique tous ceux qui sont sur le sol français ou pas. Donc voilà, c'est la grande thématique du jour. Et je suis accompagné de Marie-Paul. Marie-Paul, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul, comme il a dit mon collègue Marie-Paul Mondongue. Je suis étudiante et je suis en master de gouvernance de risque urbain et lié à l'eau et je vis à Lyon. D'accord, Marie-Paul, du coup, tu es prête pour pouvoir partager toutes ces infos avec les étudiants étrangers? Ouais, pourquoi pas. Si on peut toujours aider, c'est important. D'accord. Mais du coup, déjà, avant de commencer, c'est important de rappeler que ça cible beaucoup plus, tu vois, les questionnements, par exemple, sur c'est quoi un logement, c'est quoi un garant, comment faire pour réunir toutes les pièces qu'il faut pour pouvoir trouver un logement. Donc, il y aura, on va répondre à toutes ces questions, même à celles qu'on n'aurait pas posées, mais on va répondre au fur et à mesure et vous clarifier là-dessus. Donc, vous qui êtes soit pas sur le sol français, mais qui êtes encore dans votre pays d'origine, n'hésitez surtout pas à regarder cette émission déjà. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à comprendre tout ce qui est autour du logement. Comment faire pour trouver le logement avant d'être en France? Et même quand on est en France, étant étudiant, comment changer de logement? Parce que c'est plus pareil. On passe pas par la même procédure, le même procédure. Et, euh, et aujourd'hui, avec Ampi, on va vous partager toutes ces infos. Et déjà, avant de commencer, on va pas directement euh, vous détailler sur tous les logements possibles. Donc, je pense qu'on va commencer d'abord par qu'est-ce qu'il faut avoir avant de trouver un logement. Je pense que c'est important. Comme ça, vous êtes mindseté sur ça. J'utilise un mot en anglais, excusez-moi de l'anglicisme. Hein. Comme ça, vous êtes calé sur ça. Et comme ça, après ça, ce sera plus clair de vous montrer, de vous montrer comment faire pour trouver un logement, en fait. Donc, tous les différents sites ou tous les types de logements possibles. Donc, on vous en parlera et vous montrer des avantages et des désavantages par rapport à chaque type de logement, ce qui est très important. Donc, déjà, on va commencer avec le début. Mais du coup, je vois Avant qu'il de y a marqué commencer, Ouais, Avant de commencer, je te coupe pas, je te coupe quand même. Je vais juste préciser que la liste n'est pas exhaustive et que sûrement il y a toujours un moyen de traiter le problème au cas par cas. Donc voilà, c'est juste une liste qui va être standard et ça va dépendre de la situation de chacun en fait. d'accord, voilà, c'est le petit détail qui manquait en plus. Et on va continuer. Du coup, pour constituer son dossier déjà. Donc, il faut quoi pour constituer son dossier et pour trouver un logement? Parce qu'on est d'accord que les dossiers varient selon les types de logement. Du coup, un PI, c'est quoi les dossiers qu'il faudrait déjà avoir, mais pas qui sont pas une liste exhaustive comme tu as dit, mais disons le minimum de documents qu'il faut avoir pour trouver, pour constituer son dossier déjà. Alors, pour constituer un dossier, déjà, en tant qu'étudiant et sur le sol français, il faut avoir une pièce d'identité. La pièce d'identité valable pour les étrangers ici, c'est le passeport, à validité, bien sûr, parce que si c'est pas validité, ça ne marche pas. Il faut un titre de séjour. Il faut une inscription à la fac. Je voudrais même dire plutôt carte d'étudiant, mais je pense que l'inscription à la fac, c'est mieux. La lettre, c'est plus important. Et aussi, il faut un courrier de votre agent, enfin, de votre garant, pardon, et sa pièce d'identité. Je vais rajouter un petit détail, il faudra un compte bancaire aussi. Donc, avant de faire, on suppose que tout le monde en France a déjà un compte bancaire, mais au cas où, il faudra avoir déjà ouvert son compte bancaire, avoir un RIB et aussi le garant
pour ajouter, il faut aussi un RIB du garant, en fait. Donc, on va vous expliquer plus en détail pourquoi le RIB du garant, mais voilà. Pour les documents, c'est tout ça. Ok, mais déjà on pourrait expliquer c'est quoi un garant parce que oui voilà tu vas constituer ton dossier, tu as la liste, tu as toutes les pièces justificatives, mais du coup là on va expliquer c'est quoi un garant en fait. Euh, c'est une personne qui se porte caution pour toi, mais Mm. elle fait quoi en plus de ça un garant en fait? Un garant va avoir en fait un enjeu très important pour trouver son logement. Déjà, le garant, le mot il est clair, il garantit le fait que tu vas payer ton loyer régulièrement et tu vas respecter ton contrat. Parce que pour les organismes ou pour les propriétaires, ils ont besoin de garanties parce qu'en étudiant, on suppose qu'on n'a pas assez d'argent pour, je dis caricature, mais on n'a pas assez d'argent pour payer le logement, il faut justifier de comment ça va se passer. Donc, du coup, le garant, ça doit être une personne qui accepte d'être ton garant, qui va donner tous les documents, qui va signer les contrats de bail aussi. Donc, il sera là au cas où tu n'arrives pas à payer ton logement et le propriétaire, il est rassuré parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière qui travaille en France, qui paye ses impôts et chez qui il peut retirer de l'argent au cas où tu es vraiment dans l'impossibilité de payer ton logement tout Ouais, simplement. tout à fait, c'était très clair, tout à fait, c'était très clair. Mais du coup il y a plusieurs garants, donc on a un garant physique qui, par rapport à ton exemple, c'est plutôt un garant physique, mais il y a plusieurs types de garants. Donc, on retrouve les garants publics de l'État, donc qui n'est pas physique, mais qui est géré par l'État pour faciliter les étudiants étrangers aussi, ou toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir de garant physique. Et ces garants, c'est la garantie visale, comme on appelle en fait en France. Et je mettrai le lien dans la description, dans la barre de description pour ceux qui veulent voir. Et il faut être éligible en fait à cette garantie visale. Et quand on ne l'est pas avec cette garantie, ben, on peut passer par une autre garantie qui s'appelle Garami. Garami, c'est on va dire une variation, on va dire voilà de la garantie visale en fait, pour te permettre autrement ben, d'avoir un garant. Et donc garder en mémoire qu'il y a trois types de garants, donc le garant physique et plutôt deux types de garants, excusez-moi, garant physique et le garant étatique, si je pourrais dire, de l'État qui va pouvoir vous aider à trouver un logement. Et sachez que vous pourriez faire ça avant d'arriver sur le sol français pour ceux qui sont encore sur le sol français. Donc, ça veut dire que vous êtes encore dans votre pays d'origine, bah, vous pourriez en fait faire une demande de la garantie visale. Donc, voilà, je sais pas si ça a été clair pour nous tous. Ouais. Et deuxièmement, on parlera de la signature du contrat de bail ou des locations. Donc, c'est là où il faut être très malin et très pragmatique parce qu'il y a beaucoup qui se font avoir en fait. Donc, la signature du contrat de bail, ben, en fait, c'est un document qui va te donner tous les droits possibles sur la maison et que sur ces documents-là, tu retrouveras tous les détails de l'appartement, y compris les loyers qu'il faudra payer. Et c'est important de bien lire ce document pour comprendre toutes les clauses, de voir la durée de séjour pendant laquelle tu vas habiter dans ce logement. Et, et aussi, bah, elle est signée, il est plutôt signé par trois parties ou deux parties. Donc, trois parties. Trois parties. Donc, on a bien l'étudiant qui va signer le contrat, on a le garant qui va signer le contrat, et ensuite, il y a le bailleur, le propriétaire de la maison qui va aussi signer le contrat. Donc, il faut bien ces trois contrats pour que ce soit valide, en fait. Et on parlera aussi la montant de la garantie, en fait. Je te laisse parler sur la garantie. Euh, Bah, en fait, la garantie, bah, quand on loue un logement, on va signer un contrat, mais non seulement à côté, il y a la garantie. Donc, la garantie, elle va, c'est Ouais. pour garantir les garants, comme on l'a dit. Et généralement, c'est une somme d'argent que l'on paye en plus du loyer du premier mois. Parce que quand on rentre dans le logement pour la première fois, on paye les loyers pour un mois. Encore, ça dépend de propriétaire. Il y en a, Propriétaire, ils ouais. s'imposent 2 mois ou 3 mois, mais d'habitude, c'est un mois. Et après un mois, bah, tu payeras pour le un mois. Et en plus de ça, bah, il faudra que tu payes la garantie. Donc, la Ouais. garantie et les prix, le montant de la garantie, il est équivalent. Soit il est équivalent au loyer ou moins. La garantie ne dépasse jamais le loyer. Donc, si vous vous retrouvez avec un prix de garantie qui est élevé comparé à votre loyer, ça veut dire qu'on est en train de vous arnaquer. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, voilà.
Et du coup, on part sur l'état de lieu. Ça veut dire quoi l'état de lieu, en fait, avant de pouvoir occuper un logement? Je m'interroge, du coup. Oui, c'est ça. En fait, c'est une étape qui consiste à faire la visite de l'appartement avec votre propriétaire, de faire l'état des lieux, c'est-à-dire de constater l'état auquel pardon, tu vas entrer dans le logement. Est-ce que c'est en bon état? Tout est OK? Dans les cas d'appartements meublés, est-ce qu'ils sont tous en bon, ils sont fonctionnels ou pas. Regardez, en fait, on regarde vraiment l'état de l'appartement et il va être noté sur un document et il faudra signer ce document. Alors, c'est une étape très importante parce que la plupart des gens, ils le négligent, mais après, quand tu rentres dans un appartement et que le micro-ondes ne marchait pas, vous n'avez pas vérifié, après, vous n'allez pas expliquer comment se justifier après pour dire mon micro-ondes ne marche pas, bah, il faudra le payer et tout ça. Donc, c'est vraiment important de bien regarder l'état de lieu, de les signer. Normalement, les deux parties signent, et le locataire et le propriétaire. D'accord. Donc, en fait, vraiment, c'est avoir une certaine vigilance durant l'état de lieu. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire les tours de l'appartement, regarder que tout fonctionne bien et Oui. que tu as tout ce que tu avais vu avant d'être dans l'appartement. Donc, voilà. Mais du coup, après ça, il y a une assurance habitation à avoir. Donc, en fait, l'assurance habitation, c'est pour juste assurer l'appartement en cas de sinistre qui peut arriver, on ne sait jamais, hein, une brûlure ou tu oublies ton micro-ondes et ça fait tout péter à la maison. Mhm. Donc, pour cela, ben, c'est pas forcément toi qui vas tout payer, il y a une assurance pour ça. Mais l'assurance ne couvre pas non plus tous les dégâts. Donc, on est d'accord. Donc, c'est une assurance habitation qu'il faut avoir, mais ça va pas couvrir tous les dégâts possibles. Ça couvre un certain nombre de dégâts, je dirais, élémentaires pour protéger l'appartement et le propriétaire. Et même toi, pour pas payer très cher. Donc, c'est un document indispensable à avoir avant de rentrer dans le logement. Il faut ces Ouais. documents. Et pour avoir ces documents, il faut avoir une banque, généralement. Et ça passe un peu parce que MP avait dit au début, bah, dès que vous arrivez, si vous êtes sur le sol français, je vais préciser, dès que vous arrivez, bah, il vous faut créer un compte bancaire. Donc, Mhm. et ces comptes bancaires vont vous permettre justement, si vous voulez un logement, ben, d'avoir une assurance habitation et autres. Donc, ça s'est réjoint un peu. Mais du coup, Ouais. après, on... Ajouter juste un petit truc, c'est que pour l'assurance, pour les démarches de l'assurance, il faudra aller en ligne et chercher l'assureur qui vous convient, parce qu'il y a beaucoup, il y a aussi le marché aussi très compétitif, mais aussi il y a dans certaines résidences, il y a déjà des assurances, des organismes d'assurance qui sont propres enfin, aux locataires, donc à la résidence par exemple. Donc on peut directement vous proposer une assurance, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais on propose toujours et c'est plus avantageux pour moi parce que tu vas pas réfléchir sur ça à chaque fois. C'est à eux, aux proprios de gérer et ils mettent bien le coût de l'assurance. Normalement, le prix, c'est annuellement, le paye annuellement. Euh, Moi, j'ai eu à payer 30 euros, 40, je paye 40 euros toutes les ans. Et du coup, c'est dans le montant du loyer, en fait, la facture du loyer. Et c'est là qu'une fois par an, voilà, généralement c'est en juillet, et tu payes ton assurance. Voilà, comme ça, tu n'y penses pas et c'est fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, on n'est pas obligé de passer par une banque pour avoir une assurance maison. Donc, on peut avoir Ouais. une assurance maison ailleurs. Donc, c'est important de rappeler ça. Ouais. Donc, du coup, il y a l'abonnement au gaz ou à l'électricité. Donc, c'est important de rappeler ça. Mais ça va rejoindre un peu ce qu'on va dire après, parce que ça pourra pas peut-être être clair pour certains. Ça veut dire que l'abonnement au gaz et à l'électricité, bah, c'est un abonnement qui est payé quand on a un appartement qui passe par une agence immobilière. Donc, généralement, tu es obligé de payer de l'électricité ou chez un particulier. Un particulier peut te faire payer ou pas, ça passe, mais une agence immobilière, tu es obligé de payer de l'électricité. Mais on va expliquer tout ça dans tout ce qui va suivre. Là, maintenant, ça pourra paraître un peu pas très clair. Et du coup, voilà, donc je crois qu'avec cette petite partie, on a expliqué un peu comment faire quels sont les documents qu'il faudrait constituer pour avoir le logement et qu'est-ce qu'il faudrait savoir déjà avant de pouvoir avoir ce logement. Et du coup, là, on passe à la seconde partie MP et la seconde partie, c'est à ce moment qu'on va parler du type des logements, des avantages et des désavantages et et puis voilà. Donc déjà, pour rappeler, il y a des types de logements en France pour les étudiants étrangers. Soit vous passez par de résidences ou des foyers que je considère comme un type de logement, et ou soit vous passez par un parc immobilier privé, donc ce qu'on appelle des agences privées, ou
Oui, des agences privées ou un particulier. Un particulier aussi pourrait être, c'est pas une agence, mais on les considère un peu comme, voilà. Et, euh, et déjà, c'est quoi l'avantage ou le désavantage de l'un tout comme de l'autre? Déjà par rapport euh, aux résidences ou au foyer. Donc, aux résidences ou, ouais. Non, vas-y, je t'écoute. Ah, ok. Je crois que tu as enchaîné. Déjà, par rapport aux résidences ou au foyer, ben, on a des loyers qui sont très modérés. Donc, quand vous êtes dans une résidence ou un foyer, vous avez des loyers qui sont très modérés et vous avez des chambres parfois déjà meublées et une Mm. vie en collectivité très appréciée des étudiants. Donc, quand vous êtes dans une résidence ou un foyer, ça vous facilitera une certaine intégration parce que vous allez rencontrer je dirais, plusieurs étudiants de milieux différents qui vont Mhm. vous permettre de vous intégrer, de beaucoup apprendre sur les autres. Et mais quand vous... Là, c'est l'avantage du coup pour le résidence ou le foyer. Mais pour le désavantage, je sais pas si je peux trouver un désavantage pour le résidence ou le loyer. C'est peut-être pour ceux qui veulent la Ouais, tranquillité, je ne sais quoi, la avantage tranquillité. un peu partout. Mais pour le loyer, enfin pour le foyer ou pour les résidences, les avantages, c'est que dans certaines résidences, si on le choisit pas bien, en fait, il y a des parties communs. Par exemple, les pièces qui sont communes. Tu vas avoir la cuisine à partager avec les membres de la résidence. Tu vas avoir les Ouais. toilettes, deux fois les toilettes partagées avec les membres de la résidence. Bon, ça peut être bien quand tu es avec des gens qui, voilà, qui respectent les choses et tout ça et les autres, mais quand vous êtes des gens qui font un peu excusez-moi, la merde partout, et ça va être compliqué. Ben, pour moi, c'est vraiment ça le désavantage du côté de résidence et tout ça, et des foyers. Je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, quand on parle d'un parc immobilier privé, une agence immobilière, c'est quoi l'avantage, c'est quoi les désavantages? Ben, l'avantage, justement, c'est d'avoir plus de tranquillité, avoir son espace à soi-même. Donc, un grand appartement ou un studio, mais avec tout dedans et tu es tranquille. Mais sauf que ben, tu vivras une vie un peu écartée un tout petit peu des autres. Après, ça dépend encore de comment est la personne, sociale ou pas. Mais le contact n'est pas, disons, direct avec les autres vu que tu vivras dans un autre quartier, voilà, et c'est pas une résidence étudiante où tu sors le matin, tu trouves plein d'étudiants tout le temps et autres. En tout cas, ça dépendra de vous pour pouvoir choisir quel type de logement. Mais après aussi, c'est plus cher. C'est un désavantage, je trouve, avec une agence immobilière, c'est très cher. En fait, pour déjà avoir un logement, il te faudra de frais d'honoraires. Donc, ils te proposent plusieurs frais supplémentaires. Et ça, au final, avec un appartement de 400 euros, tu risques de te retrouver avec 600 euros déjà à payer. Et sans oublier la garantie. Donc, Hum. la garantie, Là, que je vais je te poser rappelle encore. Ouais. préciser les agences immobilières, quand on passe par les agences pour trouver l'appartement ou le loyer ou la maison, en fait, on paye une caution normalement. On paye une caution à payer à l'agence. Hmm. Donc, Et voilà, c'est c'est la caution. passe La par caution, là. exactement. Ouais, Ouais. la caution. Ben, je l'appelais garantie, mais en fait, c'est la caution. Ouais. Il y a Mm. une caution à payer, en fait. Et puis voilà. Et après, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, c'est de parler de ce type de logement, parce qu'il y en a deux, on a bien précisé. Le premier type, bah, résidence au foyer. Le deuxième type, c'est le parc immobilier privé, agence immobilière. Mais du coup, là, on parlera de type résidence ou foyer d'abord. Donc, on commence par la résidence étudiante Crous, qui est très connue en France et c'est le logement le plus recherché par les étudiants. C'est bien de souligner ça, en fait. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que les loyers est très bas, très, très bas. Et il y a plusieurs avantages avec une possibilité de bénéficier au CAF aussi. Donc, on va encore rappeler que CAF, j'ai oublié la signification de l'acronyme. Ouais. Ouais, Une aide au mais logement. en fait, ouais, voilà. Et j'allais dire aussi que le Crous, justement, c'est très, très, très demandé et il faut un dossier à remplir aussi. C'est tout un dossier. Deux fois, on met sur les listes d'attente aussi. Donc, Hum. c'est pas comme Christian disait tout à l'heure qu'il faut s'y mettre très tôt pour trouver son appartement, surtout pour la rentrée en septembre, parce que les Crous, ils ont des dates bien fixées où vous faites des demandes. Et quand vous arrivez après ces dates-là, bah, vous êtes sur la liste d'attente. Et ça peut être vraiment très dérangeant, sinon si on est vraiment dans le besoin. Ok. Voilà. Et c'est tout le monde qui peut faire une demande de Crous, c'est important de rappeler ça. Donc, que tu sois boursier ou pas.
Donc, c'est très important. Et quels sont les étudiants qui peuvent bénéficier du coup du Crous en fait? C'est important de rappeler ça. Déjà, on va prendre en compte trois types d'étudiants. Donc, je commencerai par les étudiants en programme d'échange, parce qu'en Europe, généralement, il y a un programme d'échange qui s'appelle Erasmus. Donc, les étudiants peuvent aller étudier dans d'autres pays Mhm. partenaires. Ben, généralement, on est en Europe, c'est l'Union européenne. Mhm. Entre tous les pays, ça passe. Et du coup, ces étudiants-là, en fait, n'auront pas besoin de faire une demande Crous. C'est le système Erasmus qui va s'occuper de tout, qui va le gérer, c'est côté logement. Donc, tout ce qu'ils auront à faire, c'est leur demande d'Erasmus et c'est tout. Mhm. Et tout c'est géré. Et un deuxième type d'étudiants, c'est les boursiers. Le boursier passe généralement par Campus France. Donc, que vous soyez sur le sol français ou pas, et que vous venez en France, si vous êtes boursier, en fait, c'est Campus France qui va effectuer la demande de logement auprès de Crous, du Crous, pardon, excusez-moi, auprès du Crous. Et ça, c'est un avantage. Donc, vous n'allez pas à vous en faire. Alors, le troisième type, c'est de personnes qui ne sont pas sur le sol français et même qui sont sur le sol français, mais qui sont ni boursiers, qui ne passent pas par l'Erasmus. Et ceux-là aussi ont droit à leur chance pour pouvoir faire une demande auprès Mhm. du CROSS. Mais après, j'ai la chance plutôt de pouvoir avoir l'appartement. Je ne sais pas maintenant si je ne C'est ça. sais, avec l'expérience, je ne sais pas vraiment, mais généralement ils arrivent à trouver. Donc ils arrivent à trouver un appart. Ouais. Donc Ouais, mais ça rejoint un peu ce que je disais avant, pour rebondir. hum, Ils trouvent généralement, mais quand vous faites vraiment votre demande à l'heure et que vous n'êtes pas forcé d'être sur les listes d'attente, parce qu'il y a des listes d'attente, ça, je précise. Mais, mais voilà, normalement, on trouve vraiment qu'on n'a pas le choix et que c'est urgent. Voilà, on pourra toujours trouver au Crous. tout à fait, tout à fait. Et du coup, là, c'était le Crous. Et si vous n'arrivez pas à trouver un logement auprès du Crous, il y a plusieurs autres façons de trouver. Donc, soit on va y arriver du coup, soit passer par de résidences privées, donc Mm. étudiantes particuliers, ouais, colocation ou des agences aussi. Donc, c'est important. Mais du coup, on parlera d'abord de résidences privées. Pour parler de résidence étudiante privée, je pense que toi, tu en es un peu, tu es passé par là. Donc, tu es dans une résidence privée. Donc, c'est un peu plus cher. En fait, quand on parle de résidence étudiante privée, c'est un peu plus cher, mais sauf que tu as quand même un minimum de confort, je crois. Et, euh, et tu as aussi une vie active, je trouve, parce qu'il y a plein d'étudiants dans la résidence. Après, ça va dépendre de comment est-ce que la personne est dans sa vie. Mais tu as quand même cette facilité de pouvoir se créer de relations. Donc, Oui, voilà, c'est un point important. Et c'est de ça. vivre avec les gens en collectivité, ouais. Mm. Ouais, et aussi, c'est que voilà, comme tu as dit, des avantages, comme parmi les avantages, concrètement, il y a des salles de sport dans Mm. certaines résidences. Il y a des services de ménage dans certaines résidences. Ça veut dire que voilà, vous payez chaque fin du mois et il y a quelqu'un qui passe toutes les semaines pour voilà, nettoyer. Même si les étudiants ne se servent pas tellement de ça, mais il y a toujours cette offre-là qui est proposée. Il y a des machines à laver collectifs et des séchages voilà, des sèche-linge. Il y a quoi d'autre? Voilà, il y a aussi un régisseur. Je pense que le régisseur, c'est partout pour recevoir des colis. En gros, c'est un peu ça pour même les prix, il est quand même un petit peu plus haut par rapport aux résidences publiques. D'accord. Mais du coup, il y a plusieurs sites en fait qui vous permettent de trouver un logement chez plutôt de résidences étudiantes particulières. Donc, il y aura une liste exhaustive sur. Il y en a plein à citer. Je pourrais juste citer par exemple parmeétudes.fr ou estudine.com. Et oui, tu m'as descendre un peu plus bas. Ouais, c'est une résidence. Ok. Tu les as tous mis dans la Ouais. barre de description, les liens? Je vais tous le mettre dans la barre de description. Ouais. 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 Comme ça, parce qu'elle a cité là, franchement, oula. Ouais. Donc du coup, voilà. Et du coup, quand on passe par une agence, j'ai mis déjà, c'est quoi les désavantages? Avant d'arriver chez une agence, peut-être parler de la colocation, ensuite revenir sur l'agence. Donc, il y a aussi le fait de trouver des appartements en colocation. Ça veut dire que déjà, vous faites une demande
bah, comment trouver un logement en colocation. Et l'avantage, c'est que c'est souvent moins cher, vu que vous allez partager les loyers, mais sauf que vous allez vivre en groupe. Ici, c'est gérable, oui. Et, et puis voilà, ce sont les avantages, hein. Et Et il y a des sites. Ouais. dis-nous, Christian, Hum, en fait, voilà, je te l'ai parlé des sites, mais avant de parler des sites, des colocations, il y a aussi, enfin, un détail, c'est que vous payez le contrat, en fait, c'est individuel. C'est pas des colocations où, voilà, le contrat, il est individuel directement. Vous avez un rapport direct hum, avec le propriétaire. hum. Enfin, c'est une précision parce que c'est pas évident. Il y en a qui viennent, ils pensent que ils pensent il est locataire il est sous-locataire, alors que c'est pas du tout ça. En fait, pour être vraiment dans les Hum. normes, quand on est en colocation, on est légal et on est en relation directement avec le propriétaire. On a notre bail directement avec le propriétaire et on passe pas par la personne qui était là avant en colocation ou votre. Non, c'est directement avec le propriétaire et tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont rencontré des problèmes d'escroquerie et tout ça. D'accord, ok. Mais du coup, avant de revenir, tout à fait d'accord avec toi, avant de revenir sur le particulier des agences que je vais pouvoir écarter pour le moment, on va revenir dessus. On va descendre sur le foyer d'étudiants et de jeunes. Donc, c'est un autre type de logement, mais qui rentre dans le premier type, résidence ou foyer. Donc, avant de Ouais. tomber sur, ouais, qui rentre dans le premier type. Et le foyer d'étudiants et de jeunes, généralement, c'est géré par des associations ou par, qui sont religieuses ou pas. Et l'avantage, c'est que une association religieuse ou pas va te proposer un prix au rabais pour le logement. Et en contrepartie, bah, tu vas devoir travailler pour cette association. Si c'est une association religieuse, ben, tu vas pouvoir servir soit à l'église ou je ne sais autre service, hein, forcément. Et comme ça, parfois les loyers coûtent rien, zéro loyer, tu payes rien, mais sauf qu'il y a le service à côté. Donc, n'hésitez pas à regarder les foyers d'étudiants et de jeunes. Ben, il y a aussi quelques sites comme habitatdesjeunes.org, ça va s'afficher dans l'écran, ou unmaso.com, qui sont des sites qui vont vous permettre de trouver des foyers d'étudiants et de jeunes partout en France. Et Ouais. en troisième position, ben, pas en troisième, mais on continue sur notre suite des types de logements. On a les logements chez l'habitant. C'est important ouais, de rappeler ça, en fait. Je sais pas si tu veux détailler ça ou tu me laisses le détail. Oui, bah, je vais dire après, tu vas compléter. Les logements chez l'habitant, ça veut dire que c'est un particulier qui a son appartement, généralement, c'est des familles françaises et, qui qui ont une chambre en plus et qui veulent voilà, loger un étudiant. Et c'est très, très avantageux parce que déjà, c'est moins cher par rapport au prix. Par rapport au prix, c'est pas une chambre, c'est pas très coûteux. Et aussi, ça va faciliter l'intégration de l'étudiant parce que tu es directement en contact avec la culture française, avec les autres. Et même, humainement parlant, tu peux commencer à demander des conseils directement à tes proprios et tout ça. Et voilà, je pense que ce côté-là, ce côté-là, c'est très important dans ces logements-là, mais il n'y a pas que des avantages. Il peut y avoir des petits inconvénients au cas où finalement la colocation, c'est pas très ça, enfin, vous n'êtes pas quelqu'un de. Ouais, vous n'arrivez pas à vivre en communauté, ou bien aussi le problème pour les aides au logement, on va en parler après, mais très souvent en général, ce moyen de logement-là, bah, ils n'ont pas droit ou ils ne sont pas très éligibles aux aides. Et du coup, bah, ça peut être contraignant aussi. Et voilà, je ne sais pas si tu as un truc à ajouter, Christian. Ouais, je dirais que bah, tu as presque tout dit, en fait. Donc, ça facilite l'intégration parce que tu habites auprès d'une famille française. Après, l'un des désavantages pourrait être l'espace propre à soi. Peut-être que tu pourras pas organiser ce que tu peux faire quand tu es chez toi ou dans une résidence étudiante. Donc, t'as pas droit à tout. Donc, Ouais. tu habites avec une famille, quand même, tu n'as pas droit à tout. Donc, il y a des choses à respecter. C'est un peu contraignant parfois. Après, à vous de voir comment, si vous êtes d'accord ou pas. Du coup, on va revenir sur le deuxième type de logement dont on parlait au début. Le premier, je rappelle, c'était résidence ou foyer, on en a parlé. Et du coup, le troisième type, c'est le deuxième type, pardon, c'est soit une urgence immobilière, soit un particulier. Chez un particulier, ça veut dire que c'est bah, une personne lambda qui a un appartement, qui sort du cadre d'une résidence privée, étudiante ou autre, et qui met son appartement en location.
Et c'est à toi voilà, de louer cet appart. Et c'est parfois avantageux parce que tu auras ton espace à toi. Donc, Oui, c'est ça. et il arrive aussi que ce soit moins cher, le prix. Ça va vraiment dépendre, il faut bien chercher encore. Et il y a quelques sites comme locavix.fr, c'est important de rappeler ça. En fait, c'est la centrale du logement étudiant en France. Donc, ça veut dire que généralement, beaucoup de particuliers proposent des appartements sur ces sites. Donc, pour pouvoir toucher plusieurs étudiants. Et il y a les bons coins aussi qu'il faut rappeler, lesbonscoins.fr, qui est un bon site qui peut vous permettre en fait de trouver des logements particuliers en fait. Et ensuite, il y a les agences immobilières. Par contre, on en a un peu parlé au début, hein. Les Oui. agences immobilières, en fait, ce sont des organismes qui proposent des logements de location et ils mettent en relation le propriétaire du logement et le client. Le client, en l'occurrence, c'est vous. Donc forcément, ils doivent bénéficier de quelque chose de tout cela parce que c'est pas leur appart. Et ça, c'est pour cela que ça rend plus cher en fait toute la somme qu'il faut pour pouvoir obtenir l'appart. Donc il faut par exemple, j'avais donné un exemple au tout début, si tu as un appartement qui coûte 400, avec un loyer de 400 euros, il faudra rajouter 200 euros de frais honoraires de plus. Et c'est très sélectif surtout. Et c'est en tant qu'étudiant étranger, par expérience, c'est difficile parfois, surtout dans un bon quartier, des très très bons quartiers, d'être accepté un peu plus facilement. Après, ça dépend encore là de la chance d'une personne et d'une autre et du dossier. Donc voilà. Et puis il y a quelques sites pour ça. Il y a cloger.com ou lodegis.com. Du coup, Vous tu voulais avez rajouter? Ouais, j'ai Ouais. rajouté un truc par rapport au bon Coin, le site Le Bon Coin. Bon, je sais pas pour les autres sites, sûrement c'est vraiment bien encadré, mais Le Bon Coin, c'est vraiment un site où tout le monde vient un peu mettre son truc. Et puis, il faut être très, très vigilant. Ne, on va en parler tout à la fin, mais ne pas faire des transactions d'argent, quoi que ce soit avant la signature de logement, parce qu'il y a aussi pas mal d'escroqueries sur Le Bon Coin. Bon, c'est pas Mhm. pour diaboliser le site, mais j'ai dit beaucoup de gens Ouais. de problèmes sur le bon coin, des trucs comme ça. Donc, c'est mieux d'être très sûr avant de faire des logements, enfin, de faire des transactions d'argent et tout ça. Ah oui, oui. En fait, la transaction, en fait, il faut avoir vu l'appartement Mm. avant de pouvoir, c'est très important, merci de ça. En fait, peu importe le logement, il faut avoir vu l'appartement avant de pouvoir faire le virement ou d'envoyer l'argent. Ou C'est vrai d'envoyer que les... c'est difficile, voilà, voilà, ou les RIB. Et c'est difficile quand on n'est pas encore sur le sol français parce qu'on doit faire confiance au bailleur. Oui, c'est Et ça. ça, c'est très compliqué. Mm. Donc, on doit faire confiance au bailleur. Donc, si tu n'as pas de famille en France, tu dois faire confiance à un bailleur. Et Mm. c'est pourquoi c'est important, dans ce cas-là, par exemple, de passer par une agence immobilière. Oui, Parce que les agences immobilières, c'est cher, mais niveau sécurité, ça te garantit que tu auras l'appart, généralement. De bonnes agences, on va dire, hein. Par exemple, c'est là on a cité euh, cloger.com ou lodegis.com. Donc là, tu vas là-bas, tu as des apparts sécurisés, bon, pas sécurisés, mais on va dire, c'est sécurisant de pouvoir trouver un appart en passant par là. Donc, mm. c'est très important, oui, d'avoir appelé ça. Du coup, je vais juste te faire un récapitulatif rapidement de tout ça. Donc, en parlant du type de logement, en fait, il y en a deux. On passe par le premier type, c'est le résidence ou foyer de logement. Le deuxième type, c'est le parc immobilier privé, agence immobilière. Et pour le premier type, on retrouve des résidences étudiantes Crous, dont on a expliqué, ou encore des résidences euh, étudiantes privées. Il y a Mm. ça, ou encore de foyers d'étudiants et de jeunes et les logements chez l'habitant. Après, pour le deuxième type, ce sont les agences immobilières. Et pour cela, en fait, on a de résidences étudiantes particulières ou des agences justement immobilières. Donc, c'était juste pour rendre un peu plus clair aux auditeurs. Et Mm. après ça, on parle un peu de l'aide au logement. Donc, la CAF, on en a parlé peu. Donc, je trouve que ça serait important d'en parler, toi qui maîtrises mieux que moi cette Oui. partie. En fait, la CAF, c'est des aides au logement. Il faut être éligible à la CAF. Normalement, si ça vous intéresse, allez voir un peu sur Internet si vous êtes éligible ou pas.
parce que ça dépend d'un certain montant de revenus d'entrée. Normalement, les étudiants, les étudiants, ils ont droit à la CAF. Maintenant, ça va aussi dépendre au logement, au type de logement que vous avez choisi, au prix, enfin, aux propriétaires. Parce qu'il y a des propriétaires pour qui les logements ne sont pas en fait éligibles à la CAF. Et moi, je vous conseillerais de poser la question directement au propriétaire lors je sais pas, d'échanges avec le propriétaire ou même de la visite de l'appartement, si l'appartement sera éligible à la CAF, et vous dira normalement, il le dit directement et ça, vous saurez. Vous pouvez aussi simuler en fait votre aide au logement sur Internet pour savoir combien d'argent par rapport au loyer, combien d'argent vous aurez, combien d'aides vous aurez. Et généralement, c'est le 1/3 du loyer. Et voilà. Et très souvent, je répète que pour les gens qui habitent des chambres chez les particuliers, c'est très rare de trouver, d'avoir en fait droit à l'aide au logement chez les habitants. Quand c'est un appartement, Ah oui, chez l'habitant, oui. c'est pas très commun d'avoir l'aide, mais bon, ça peut arriver. Il y a toujours des exceptions. Mais voilà, par rapport à la CAF, c'est ça. Faut faire la demande de la CAF. La demande de la CAF, c'est nous-mêmes, c'est à nous de le faire. C'est pas au proprio. Il va juste nous signaler comme quoi on a droit et ce sera à nous d'aller déposer le document qu'il faut pour avoir l'aide. Ok, ok, c'était très clair. Rien à rajouter du coup. Et bah après ça, bah, c'est à peu près tout sur les types de logements, comment faire pour trouver un logement, tous les sites internet qu'il faut. Bon, pas tous les, c'est pas exhaustif. Marie-Paul l'avait rappelé, donc c'est pas exhaustif. Bon, on en a trouvé quelques-uns et des très bons sites en tout cas qu'on a l'habitude personnellement d'utiliser et qui vous aideront. Donc, du coup, à la fin, il y a quelques acronymes qu'on va pouvoir rendre un peu plus clairs. C'est studio. Ceux qui connaissent pas, c'est quoi un studio? Un petit. Un studio, c'est une pièce unique avec juste un coin cuisine. On a juste une seule pièce. On le précise parce que sur les sites, en fait, ils détaillent pas forcément, ils mettent des acronymes. Il faudra comprendre pour faire le choix de logement. Donc, du coup, un studio, ça va être une pièce unique. Et un T2 ou un F2, ça va être quoi, Christian? Ah, bah, du coup, un T2 ou un F2, généralement, les gens, ils sont un peu confus parce qu'ils entendent T2, mais ils se disent, ben, il y a combien de pièces? C'est quoi de pièces qu'il y a dans ces T2? Ben, en fait, quand c'est TD ou F2, ça veut dire que vous avez un salon avec une chambre, avec un coin cuisine. Évidemment, avec une douche qui accompagne tout ça. Et un T3 ou un F4, c'est pareil. Donc, ça veut dire que vous avez un salon avec deux chambres, un coin cuisine et une douche, quelque part. Et SDB, bah, c'est plus facile, C'est assez bien. hein. Voilà. Salle d'eau, salle de bain, voilà. Appart, RDC. C'est le rez-de-chaussée. Et on a aussi les ASC, qui veut dire l'ascenseur. Et le TBE, Christian, d'après toi? Bah, très bon état, hein. C'est Bon, pas très voilà. bien, mais c'est très bon état. Du Ça coup, veut dire comprise. Est-ce que tu veux juste ouais. préciser comprise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelles charges précisément qui sont comprises? Bah, en fait, généralement, quand tu loues un logement, les charges comprises, bah, c'est l'électricité. Mais parce que il arrive que quand vous placez sur un type de logement comme une agence immobilière, généralement, l'électricité, c'est vous qui allez payer. Mais, euh, mais quand vous êtes dans un foyer ou une résidence étudiante privée, donc l'électricité sera compris, elle sera je pense, qu'est-ce que je veux dire? Ben, l'électricité fera partie, en fait, de votre loyer, on va dire, et dans le charge comprise. Généralement, c'est bien détaillé. Donc, charge comprise, vous allez voir qu'il y a l'électricité, je crois qu'il y a encore quoi par l'électricité? Il y a l'Internet aussi qu'il faut tenir en compte dans les charges comprises. Parfois, il y a l'Internet, oui. Et c'est très important de regarder ça, en fait, quand vous prenez un logement, de savoir quelles sont les charges comprises. Comme ça, vous allez calculer le coût de l'appart. Par exemple, si le Internet n'est pas inclus dans votre charge comprise, ça veut dire que vous allez payer Internet après. Il faudra rajouter au moins 30 euros le mois pour votre Internet, pour votre box Internet. Donc, il faut jouer sur ça. Ben oui, effectivement. Donc, il faut jouer sur tout ça pour, euh, pour bien Ouais, faire le calcul du prix du logement, du prix final du logement. Donc, ouais. voilà. Il y a aussi le détail juste pour la charge comprise, ça peut être Ouais. avantageux dans le sens où, si pour le chauffage,
Si la Ah, charge est comprise, le chauffage, on le gère peut-être, généralement, on ne le gère pas tout. On ne le gère pas, c'est les façons communes qu'on le gère. C'est centralisé, en fait. Ou nous-mêmes, même si on le gère, la température et tout ça, en fait, normalement, en tant qu'environnement, oh là là, ça va arriver. En tant que partisan de l'environnement, je ne peux pas dire ça, mais normalement, le chauffage, tu peux allumer quand tu veux et tout, quand c'est vraiment charge comprise. Après, quand c'est charge séparée, ça veut dire que tu peux être électricité toi-même. Le logement, tu dois bien gérer tes charges, vraiment bien regarder le chauffage pour pas que ça déborde, faut pas que ça. Sinon, à la fin, la facture, ça va augmenter. C'est juste ça l'avantage de charge comprise, moi, je trouve. Mais tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça pourrait faire un autre sujet parce que c'est vraiment grand aussi de parcourir tout ça. Donc, hum, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais du coup, on a quelques recommandations pour vous. Du coup, c'est quoi nos premières recommandations pour les étudiants étrangers quand ils sont à la recherche d'un logement? alors, le point très important, il ne faut pas attendre à arriver en France pour faire ces démarches. Aussi longtemps qu'on fait ces démarches en avance, on a les informations qu'il faut, les documents qu'on doit préparer. En tout cas, c'est en avance qu'on a le plus de chances de trouver un appartement à notre goût. On ne va pas l'imposer. Donc, vraiment, ne pas attendre à arriver sur le sol français. Dès qu'on a son visa, ou dès qu'on a son inscription dans une université publique ou privée en France, on peut déjà commencer à chercher les moyens pour avoir un appartement. OK. Donc, deuxièmement, méfiez-vous des loyers trop bas. Donc, quand vous Mm. voyez un appartement bling bling, mais avec un loyer de 100 euros, bah, écoutez, méfiez-vous, c'est une arnaque. Donc, ne vous faites pas avoir. Et troisièmement, privilégiez des logements loués et meublés. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter ben, de pouvoir acheter encore tout le meuble ou de pouvoir meubler l'appartement après l'occupation de celui-ci. Donc, En ça vous plus, évitera justement. Ouais, en tant qu'étudiant, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, il y en a, on n'a pas besoin d'avoir nos propres meubles, parce qu'on déménage, ça change à chaque fois d'une ville à ouais, l'autre. Donc, tout à fait. Hum. ça sert à rien d'avoir des trucs pour revendre après sur le bon coin ou voilà quoi. C'est mieux d'avoir un truc meublé. C'est un petit peu plus cher que bien sûr que les appartements qui sont pas meublés, mais c'est plus économique finalement. Après, c'est très discutable. Il y a des appartements non meublés, mais déjà qui coûtent cher par rapport à l'emplacement de l'appartement. Donc, si c'est au centre-ville, donc parfois, ce serait un appartement cher. Après, oui, voilà, il faudra jouer sur tout ça pour trouver le bon appart. Donc, voilà. Et la dernière recommandation, Ça va être ne pas faire de transfert d'argent avant avoir signé le contrat de bail. C'est la procédure ici en France. C'est connu de tous. Il n'y a aucun propriétaire qui va te demander le transfert d'argent avant. Normalement, tu payes même le loyer quand tu es déjà entré dans l'appartement. Quelques jours après, tu payes ton loyer ou à la fin du mois. Donc, ce n'est pas un truc urgent. Donc, ne pas faire le transfert d'argent, ça, c'est très, très important parce qu'il y a trop d'escroqueries aussi. Et aussi, pour finir, il ne faut pas se mettre dans la pression. Quand vraiment tu n'as pas le choix, que tu arrives déjà en France et que tu n'as pas encore trouvé ton appartement et que tu ne sais pas où te loger, tout ça, allez se référer à l'université. Il y a toujours des bureaux des relations internationales, normalement dans toutes les universités publiques. Mais après, pour les privés, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont quand même un truc. Allez, franchement, vu que votre raison d'études, votre raison de voyage, c'est les études, allez se référer à l'université. C'est un peu comme notre référent. Allez-y, posez votre cas et on trouvera toujours un appartement en urgence. On ne va pas vous laisser dehors. Voilà, il y a le CROUS pour ça, mais pour être bien soutenu, allez dans les bureaux internationaux des facs et voilà, posez votre cas et voilà. tout à fait. Et c'est quand on est sur le sol français, je vais le rappeler, quand on est sur le sol français, c'est toutes les démarches-là qu'on pourrait faire. Mais quand on n'est pas sur le sol français, ben, vous êtes obligé de passer pas obligé, soit vous passez par Campus France, ben, soit vous pourriez trouver, si vous avez une famille ici ou des connaissances en Europe, vous pourriez Ouais, trouver un logement chez un particulier. Donc, tout ça est possible. Donc, ouais. puis voilà. Donc, on est à la fin de ce deuxième concept de mission et c'est la toute première Première, émission. On va dire une émission de test, non pas du tout, mais c'est une toute première émission où et vous aurez l'habitude en fait d'en avoir encore des émissions comme ça avec plusieurs thématiques très variées et riches qui vous permettront de mieux comprendre tous les aspects possibles en partant du logement,
jusqu'à la vie sociale dans le pays d'accueil. Donc, c'est vraiment tout ça. Et MP, je te remercie de ta participation. Et je vous dis, n'hésitez surtout pas à vous abonner avant de partir. Je vous dis pas au revoir comme ça. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez au max. Et je vous dis à bientôt. Salut! Salut!